Les trois femmes se tenaient dans sa grange comme si elle leur appartenait, sans demander, sans expliquer, simplement à attendre. Ellie ne les avait jamais vues de sa vie, et pourtant elle savait exactement où trouver la clé de rechange qu'il cachait sous la planche branlante. Elle connaissait son nom, savait qu'il vivait seul. L'aîné tenait une bourse de cuir qui teintait de pièces, plus d'argent qu'Ellie n'en avait vu depuis des années, mais lorsqu'il voulut la saisir, elle la retira avec un sourire entendu, comme si tout cela faisait partie d'un jeu dont il ignorait les règles. « Le chef a dit que tu essaierais de refuser, » dit-elle dans un anglais parfait, mais avec un accent étranger qui ne ressemblait à aucun de ceux des tribus de la région. C'était pourtant impossible. Les terres tribales les plus proches se trouvaient à 3 jours de cheval au nord, et jamais aucun chef n'avait mis le pied sur sa propriété. Aucun n'avait jamais prêté attention à un rancher fauché sur le point de perdre sa terre à la banque. Alors la plus jeune parla. « Il a dit que tu poserais des questions sur la cicatrice. » La main d'Ellie se porta instinctivement à son épaule, là où une vieille blessure se cachait sous sa chemise, une blessure que seuls 3 êtres connaissaient. Son père, mort depuis longtemps, le médecin qui l'avait soigné et qui était parti vers l'est, et un guérisseur tribal qu'il avait trouvé en sang dans le désert 15 ans plus tôt, un homme dont le visage lui échappait presque mais dont les paroles résonnaient encore. « Un jour, j'enverrai mes filles réclamer ce que tu dois. » Ces femmes n'étaient pas des inconnus venus par hasard. Elles étaient là à cause d'un passé qu'Ellie croyait enfoui, d'un accord conclu dans un délire de douleur et de gratitude lorsqu'il avait 19 ans et mourait. Pourtant, le guérisseur n'avait parlé que de filles, pas de 3 sœurs si différentes, parlant avec des accents variés et vêtues comme si elles appartenaient à des tribus distinctes. Et si le chef les envoyait pour réclamer une dette, pourquoi lors de la bourse semblait-il plutôt une offrande qu'un paiement dû? Ses jambes tremblaient tandis que le souvenir l'assaillait, la chaleur du désert, le sang qui traversait sa chemise, un vieil homme aux mains burinées nettoyant la plaie, parlant d'honneur et de dettes à payer. « Tu lui avais promis 3 chevaux, » reprit l'aîné en scrutant son visage. « Mais tu n'en avais pas, alors il a dit que tu lui donnerais quelque chose de plus précieux quand le moment viendrait. » La sœur du milieu s'avança et Ellie remarqua enfin leur stature. Ce n'étaient pas des femmes ordinaires, chacune aussi grande que lui, aux épaules larges, aux bras solides marqués par le travail, leur présence emplissant la grange comme 3 chaînes serrées. « Je m'appelle Nora, » déclara l'aîné d'une voix calme. « Voici Cora et voici Will. » Elle désigna ses sœurs qui hochèrent la tête sans parler. « Notre père nous a envoyés parce que son temps s'achève. La maladie de l'homme blanc a emporté presque tout notre peuple, nous sommes les dernières de son sang. » La bouche d'Ellie se dessécha. « Votre père, le guérisseur ?» Le chef Ayana corrigea Nora. « Il est devenu chef quand l'ancien est mort l'hiver dernier. » Oui, il se souvient du garçon insensé qui promit tout ce que le chef demanderait en échange de sa vie. Le poids de 15 années s'abattit sur Ellie. Il se rappelait maintenant les mots fiévreux, la gratitude désespérée. Mais il agonisait alors. « On dit tant de choses insensées quand on meurt. »« Je ne comprends pas, » balbutia-t-il, bien qu'une part de lui commençât à comprendre. « Pourquoi vous? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant ?» La plus jeune éclata d'un rire amer. « Parce que les soldats viendront prendre nos terres le mois prochain. Parce que nous avons besoin d'une protection que seul le nom d'un homme blanc peut offrir. Parce que tu as une dette. » Cora parla enfin, sa voix plus douce que celle de ses sœurs. « Notre père meurt. Son dernier souhait est de nous savoir en sécurité. Un mariage avec un propriétaire nous donnerait des droits légaux, une chance de survivre. » Elle y regarda autour de lui, son ranch en ruine, le toit affaissé, le corral vide, les champs qui n'avaient plus les moyens d'ensemencer. « En sécurité ici? Je suis en retard de 3 mois sur mon hypothèque, la banque va saisir cette terre. » Nora plongea la main dans sa bourse de cuir et en sortit une poignée de pièces d'or, plus que ne valait tout le ranch d'Ellie. « Les économies de notre père, le dernier bien de notre peuple. Elles sont à toi si tu tiens ta parole. » Les pièces étincelaient dans la lumière de l'après-midi filtrant par la porte de la grange, assez pour sauver sa terre et réparer le toit. Acheter du bétail, c'était tout ce dont il avait rêvé, mais il se retrouvait avec 3 épouses, des femmes immenses issues d'une tribu mourante, qui parlaient de dettes et de promesses qu'il se souvenait à peine d'avoir faites. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il. « Le temps est ce qui nous manque, » répondit Nora. « Les soldats marchent à l'aube, paiera-t-on une réponse avant le coucher du soleil. » Elle marqua une pause, ses yeux sombres plantés dans les siens. « Il a aussi dit de te parler de l'autre promesse. » Le sang d'Ellie se glaça. Il y avait eu une autre promesse, une qu'il avait espéré que le vieil homme oublierait. Ses mains commencèrent à trembler quand le souvenir refit surface comme une pierre jetée dans une eau calme. « Si jamais je trahis ma parole, » avait-il murmuré au guérisseur, délirant de fièvre, « que ma lignée s'éteigne avec moi. » Cela lui avait semblé dérisoire, le serment désespéré d'un garçon mourant. Mais maintenant, face à 3 femmes capables de le maîtriser sans effort, ses mots se resserraient autour de son cou comme un écoulant.
Il se souvient, dit Willa en remarquant la pâleur de son visage. Elle s'avança, et Élie sentit l'odeur de cuir et de fumée de bois sur ses vêtements. Bien, cela simplifie les choses. Cora tira alors de sa ceinture un rouleau de papier, un contrat de mariage rédigé en anglais, visé par le juge territorial de Prescott, parfaitement légal et officiel. Elle le déroula sur une balle de foin. 3 épouses, un mari, tout à fait légal dans ce territoire si tous consentent. Élie fixa le document. L'écriture était précise, officielle. Tout cela avait été soigneusement préparé. « Comment avez-vous obtenu un juge pour écrire cela » demanda-t-il. « Leur achète beaucoup de choses, » répondit simplement Nora, y compris la discrétion. La porte de la grange grinça et tous 4 se tournèrent vers le bruit. Une silhouette se découpait dans le soleil couchant, gronde, mince, vêtue d'un mélange de vêtements tribaux et de tenues de pionnier. Le souffle d'Élie se coupa. Le chef Ayana ressemblait exactement à ce qu'il se rappelait, mais plus vieux, plus gris, plus maigre, cette maigreur qui trahit la maladie qui ronge de l'intérieur. « Mes filles t'ont tout expliqué » demanda-t-il en anglais en entrant dans la grange, sa voix chargée d'épuisement. « Elles en ont assez dit, » répondit Élie, retrouvant son courage. « Mais je n'ai jamais accepté d'épouser qui que ce soit. J'avais 19 ans et j'étais mourant. On dit n'importe quoi quand on meurt. » Le chef hocha lentement la tête. « Oui, on dit beaucoup de choses quand on meurt. J'ai moi-même parlé ainsi le mois dernier. Mais le docteur Blanc de Prescott m'a donné un remède, m'a offert du temps. » Il toussa, et Élie vit des éclats de sang sur ses lèvres. « Du temps pour honorer ma part du marché. »« Quel marché ? J'ai sauvé ta vie, tu m'as promis tout ce dont j'aurais besoin. À présent, j'ai besoin que mes filles survivent à ce qui vient. » Le regard du chef se durcit. La cavalerie a brûlé 4 villages le mois dernier, le nôtre est le prochain. Mais les épouses d'un rancher blanc, elles, seront protégées. Willa s'interposa entre Élie et son père. « Il ne veut pas de nous. Regarde-le. Il a peur de sa propre ombre. »« Je n'ai pas peur, » répliqua Élie, l'orgueil piqué. « Je suis réaliste. Je peux à peine me nourrir moi-même. Encore moins 3. 3 femmes géantes, » termina Cora avec un sourire amer. « Dis-le, nous avons entendu pire. » Le chef toussa de nouveau, plus fort, et quand il releva la tête, du sang maculait son menton. « La maladie progresse vite. Il me reste des jours, pas des semaines. Décide, Élie Thompson. Honore ta parole ou subis les conséquences de ta trahison. » « Quelles conséquences ?» La main de Nora glissa vers quelque chose caché sous sa veste. « Père n'est pas le seul à se souvenir des promesses. Toute la tribu sait ce que tu nous dois. » Dehors, Élie entendit le bruit qu'il redoutait depuis l'aube. Des sabots approchaient rapidement. Plusieurs cavaliers. « Qui est-ce » murmura-t-il. Le chef eut un sourire sombre. « Ce seraient mes neveux, venus écouter ta réponse. » 4 cavaliers surgirent du nuage de poussière, leurs chevaux trempés de sueur. De jeunes hommes, peut-être entre 20 et 25 ans, au regard dur de guerriers qui ont vu trop de morts. Ils mirent pied à terre avec une efficacité rodée, leurs mains jamais loin des couteaux à leur ceinture. Le chef de file, l'art d'épaule avec une cicatrice en travers de la joue, entra dans la grange. « Oncle » dit-il en anglais, puis passa à une langue tribale rapide qu'Élie ne comprit pas. Le chef Ayana répondit sèchement, et Élie perçut la tension dans sa voix. Quoi qu'ils se disent, ce n'était pas bon signe. « Parle anglais, Joseph » ordonna Nora. « Monsieur Thompson mérite de comprendre ce qui concerne son avenir. » Les yeux sombres de Joseph se posèrent sur Élie avec une hostilité ouverte. « Avenir ? Ce lâche n'en a aucun. La cavalerie a trouvé notre camp il y a 2 heures. Il pose des questions sur 3. Les femmes disparues, il cracha dans la poussière. Ces femmes qui devraient nous aider à préparer la guerre au lieu de se cacher derrière le nom d'un blanc. Guerre ? La voix d'Élie se brisa. Quelle guerre ? Celle qui a commencé quand ils ont brûlé le village Wickham, répondit Willa en posant la main sur un couteau de chasse. 43 morts, y compris des enfants. La grange tomba dans un silence lourd, seulement troublé par la respiration pénible du chef. Élie regarda chaque visage et y vit la peine et la rage dissimulées derrière des mots mesurés. Les soldats viendront ici ensuite, continua Joseph. Ils suivent des traces, ils nous traquent. Quand ils trouveront ces femmes, ils désigna les sœurs, ils nous tueront tous. Cora s'avança, la voix ferme malgré la peur qu'Élie lisait dans ses yeux. Pas si nous sommes légalement mariés, pas si nous avons la protection de la loi du blanc. La loi ? Ricana Joseph avec amertume. La même loi qui dit que nous ne pouvons pas posséder de terre, qui dit que nous ne sommes pas citoyens, qui dit qu'il peut nous abattre pour se divertir. Le chef Ayana leva la main et la dispute cessa. Assez. Il se tourna vers Élie et,
Dans la lumière vacillante, son visage ressemblait à un masque mortuaire. Le choix est simple maintenant. Épouse mes filles et offre-leur ta protection, ou regarde-les mourir quand les soldats arriveront. La gorge d'Élie était sèche comme le sable. Quand seront-ils là? Demanda-t-il. Avant l'aube, répondit Joseph. Peut-être plutôt s'ils forcent leurs chevaux. Élie observa les trois femmes. Vraiment. Malgré leur taille et leur force, il voyait l'épuisement dans leurs traits, la manière dont elles portaient un poids insoutenable. Ce n'étaient pas des conquérantes ni des menaces, mais des fugitives. Si je dis oui, dit-il lentement, que se passera-t-il pour vous et vos neveux? Le chef eut un sourire triste. Nous disparaîtrons dans les montagnes, vivrons comme des fantômes jusqu'à ce que la colère s'apaise. Il toussa de nouveau, du sang maculant ses lèvres. Si je vis assez longtemps. Et si je dis non? Alors nous mourrons tous ici ensemble, répondit simplement Nora, car nous ne fuirons plus. Dehors, un grondement lointain roula sur la prairie, mais le ciel était resté clair toute la journée. Ce n'est pas le tonnerre, dit Joseph, la main sur son couteau. Ce sont des chevaux? Beaucoup. Le sol vibra sous leurs pieds tandis que le bruit se rapprochait. 20 montures, peut-être davantage, galopant sur la terre dure. Cachez-vous dans la cave à racines. Vite, ordonna Élie. Je leur dirai que je n'ai vu personne. Joseph éclata d'un rire sec. Tu crois qu'ils te croiront? Ils fouilleront chaque bâtiment, chaque trou. Il sortit son couteau. Mieux vaut mourir en combattant. Range ça, trancha Nora. La violence ne fera que prouver leur point. Elle se tourna vers Élie et, pour la première fois, il vit une vulnérabilité dans ses yeux sombres. Mais il a raison sur une chose. Ils ne te croiront pas. Cora se glissa vers la fenêtre de la grange et regarda par une fente des planches. 12 soldats menés par un capitaine avec des bandes jaunes sur la manche. Elle se retourna. Tu le connais? L'estomac d'Élie se noua. Le capitaine Morrison. Il est déjà venu. Pourquoi faire? Demanda Willa. Il venait parler de mes paiements d'hypothèque. La banque l'a engagé pour me pousser à vendre. Élie passa les mains dans ses cheveux. Il sait que je suis désespéré. S'il vous trouve ici, il pensera que nous sommes des criminels. Que tu nous caches pour de l'argent, conclut Nora, ce qui te rend coupable aussi. Les sabots étaient maintenant si proches qu'on distinguait chaque cheval. Le chef Ayana se redressa péniblement en s'appuyant sur un poteau de bois. « Il y a autre chose que tu dois savoir avant de décider, » dit-il à Élie. « Oncle, ce n'est pas le moment. » Siffla Joseph. « C'est exactement le moment, » répliqua le chef en plantant ses yeux dans ceux d'Élie. « Mes filles ne sont pas seulement des réfugiés, elles sont recherchées. » Le sang d'Élie se figea. « Recherchées. Pourquoi? » Willa s'avança, le menton haut. « Nous avons tué les hommes qui ont brûlé notre village. » Les mots frappèrent Élie comme un coup. Il les contempla d'un œil nouveau, non des réfugiés, mais des fugitives. « Combien d'hommes » murmura-t-il. « 6, répondit calmement Cora. Ils étaient venus dans notre camp, ivres, cherchant des proies faciles. Ils ont incendié le pavillon sacré avec les anciens à l'intérieur. Sa voix restait posée, mais ses poings se serraient. Alors nous les avons suivis jusqu'à leur camp et leur avons tronché la gorge pendant leur sommeil. Seigneur, souffla Élie. C'étaient des meurtriers, déclara Nora, mais c'est nous qui avons des primes sur la tête. Les sabots s'arrêtèrent net devant la grange. Élie entendit les hommes mettre pied à terre, des voix donnant des ordres, et celle de Morrison s'éleva au-dessus des autres. Thompson, sors d'ici. Le chef Ayana agrippa le bras d'Élie avec une force surprenante. À présent tu connais la vérité. Épouse-les et tu abrites des meurtrières connues. Refuse et tu abrites toujours des meurtrières connues. Ses yeux brûlaient de fièvre et de désespoir. Mais si elles sont tes femmes, tu ne pourras pas être forcé de témoigner contre elles. Thompson. La voix de Morrison se rapprochait, juste derrière la porte de la grange. Ouvre, nous devons parler. Élie regarda les trois sœurs, prêtes à se battre, à mourir, à affronter ce qui venait. Elle ne demandait ni son amour ni sa compréhension, seulement son nom. Et, en voyant leur visage, il comprit qu'elle lui offrait aussi quelque chose qu'il n'avait jamais eu, une raison d'être plus qu'un rancher raté promis à tout perdre. La porte de la grange trembla quand quelqu'un testa le loquet. « 1 minute », lança Morrison. « Ensuite, nous entrons. » La main d'Élie se posa sur le contrat de mariage étalé sur la botte de foin, ses doigts suivant le sceau officiel tandis que son esprit courait à travers des choix impossibles. « J'ai besoin d'un stylo », murmura-t-il. Les yeux de Nora s'écarquillèrent, Cora tira un crayon de sa ceinture et le lui tendit sans hésiter. Élie traça son nom sur la ligne du bas, puis saisit la main de Nora pour qu'elle signe. « Vite »
souffla-t-il à Cora et Willa. Les sœurs signèrent. Élie se tourna vers Joseph et les autres neveux. « Vous êtes mes ouvriers, vous travaillez ici depuis l'été. Taisez-vous et suivez mon plan. » La porte vola en éclats et le capitaine Morrison entra, 3 soldats derrière lui. C'était un homme mince aux yeux bleus glacés et à la barbe taillée qui ne dissimulait pas la cruauté de sa bouche. « Thompson, dit-il en balayant la grange du regard, drôle de compagnie que tu tiens. » Élie s'avança, essayant de masquer la vue du chef affaissé contre le mur, à demi-mort. « Capitaine, qu'est-ce qui vous amène si tard? »« Nous traquons des fugitifs dangereux. 3 femmes indiennes qui ont tué 6 hommes blancs. Des témoins les ont vus venir par ici. »« Je n'ai vu aucune femme, » répondit Élie d'une voix étonnamment ferme. « Je viens seulement d'embaucher de nouveaux ouvriers pour la récolte. » Le regard de Morrison se fixa sur Nora, notant sa taille et sa féminité malgré ses vêtements pratiques. Voilà un bien grand ouvrier pour un ranch, Thompson. Élie sentit la sueur perler sur son front. « Voici mon épouse, Nora Thompson, mariée cet après-midi. » Le silence se tendit comme une corde. Les yeux de Morrison se plissèrent, glissant de Nora à Cora et Willa. « Ta femme a des sœurs, n'est-ce pas? »« Mes autres épouses, » dit Élie, les mots étranges dans sa bouche. « Cora et Willa Thompson. Tout est légal et en règle. » Un des soldats ricana. « 3 femmes? Quel genre d'homme? » Le genre, qui suit la loi territoriale, coupa Élie. La polygamie est légale ici avec la documentation appropriée. Il brandit le certificat de mariage, signé et scellé à Prescott la veille. Morrison l'arracha et l'examina, la mâchoire crispée en lisant le texte officiel, la signature du juge, les sceaux légaux. Tout était en ordre. Un timing bien commode, dit-il enfin. Épouser 3 indiennes au moment même où nous traquons 3 meurtrières indiennes. Mes femmes viennent des Tohodam, mentit Élie avec aisance, des fermiers pacifiques du Sud, jamais approché le village Wickham. Nora s'avança et Élie s'émerveilla de la voir réduire sa haute silhouette, la rendant moins menaçante. « Capitaine, monsieur, » dit-elle dans un anglais parfait à peine teinté d'accent, « nous voyageons depuis des semaines pour rejoindre le ranch de mon mari, nous y aurons tous de ces troubles. » Le regard de Morrison glissa vers le chef affaissé contre le mur. « Et lui? Mon beau-père » dit Élie. « Malade, nous prenons soin de lui. » Joseph s'approcha de son oncle, l'aidant avec une affection familiale évidente. La maladie a emporté beaucoup des nôtres, père est tout ce qui nous reste. Morrison observa chaque visage, cherchant un signe de peur, un indice de mensonge, mais il ne vit que des gens épuisés prenant soin d'un mourant. Enfin, il rendit le certificat de mariage à Élie. « Si je découvre que tu me mens, Thompson, je te verrai pendre avec eux. »« Je comprends, » répondit Élie. Le capitaine Morrison fit signe à ses hommes, qui commencèrent à sortir de la grange, mais il s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Je garderai un œil sur cet endroit, Thompson. Au moindre problème, au moindre signe que ces femmes ne sont pas ce qu'elles prétendent, je reviendrai. » Les soldats enfourchèrent leurs chevaux et s'éloignèrent au galop. Les jambes d'Élie faillirent céder sous lui. Le silence qui suivit le départ de Morrison pesait plus lourd que les nuages d'orage amoncelés au-dessus de la prairie. Élie contempla le certificat de mariage dans ses mains, l'encre encore fraîche de leur signature. 3 épouses. En 5 minutes, il était passé de célibataire à polygame. « Merci, » dit doucement Nora. « Plutôt stupide que courageux, » répliqua Élie, même s'il ne pouvait nier l'étrange sentiment de but qu'il avait envahi en signant ce papier. « Morrison n'en a pas fini avec nous. Il reviendra. » Joseph aida son oncle à s'asseoir contre les bottes de foin. La respiration du chef était plus laborieuse, chaque souffle une lutte visible. Mon oncle a besoin de repos et de remède. Élie regarda l'homme mourant qui lui avait sauvé la vie 15 ans plus tôt. Il y a un médecin en ville. Pas de médecin, murmura le chef Ayana. Trop dangereux. La maladie m'emportera que je meure dans un lit ou sous les étoiles. Il planta son regard dans celui d'Élie. Mais mes filles sont en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. Willa se posta près de la porte pour guetter un éventuel retour des soldats. Ils reviendront demain, peut-être avec plus d'hommes. Alors nous serons prêts, dit Cora, mais Élie perçut l'incertitude dans sa voix. Prêt? Comment? Demanda-t-il. Je ne sais même pas ce que signifie être le mari d'une seule femme, encore moins de 3. Nora éclata d'un rire chaud qui allégea un peu la tension dans la grange. Tu crois que nous savons comment partager un mari? C'est un territoire inconnu pour nous toutes. L'observation resta suspendue dans l'air, chacun mesurant l'étrangeté de la situation. Élie se surprit à contempler ses nouvelles épouses, vraiment, pour la première fois. Nora,
L'aînée portait en elle une autorité naturelle, une dignité qui rappelait à Ellie sa propre mère, pratique, forte, indomptable. Cora observait tout d'un œil intelligent, calculant, mesurant, la stratège de la famille, celle qui avait pensé à la documentation légale, à l'avenir. Willa, la plus jeune, vibrait d'une énergie contenue, semblable à une panthère de montagne en cage, belle, dangereuse, prête à bondir à tout instant. Il faudra être convaincant, dit Cora, toujours pragmatique. Si Morrison revient et nous trouve dormant dans la grange comme des étrangers, il saura que quelque chose cloche. Ellie sentit la chaleur lui monter aux joues. La maison n'a que 2 chambres. Nous ferons avec, répondit Nora avec aplomb. Des gens mariés partagent leur espace. C'est ce que Morrison s'attendra à voir. Joseph et ses compagnons rassemblèrent leurs maigres affaires. Nous camperons dans les collines, dit-il à son oncle, assez près pour aider si nécessaire, assez loin pour rester caché. Le chef Ayana saisit la main d'Ellie avec une force surprenante. Protège-les, souffla-t-il. Elles sont tout ce qui reste de notre lignée, tout ce qui reste de ce que nous étions. Je le ferai, promit Ellie, et il le pensait. Tandis que Joseph et les autres disparaissaient dans l'obscurité, Ellie guida sa nouvelle famille vers la maison. Le bâtiment lui parut plus petit que d'ordinaire, suivi par 3 femmes imposantes. Il y a autre chose, dit Willa en arrivant sur le perron. L'estomac d'Ellie se serra. Quoi encore? La prime sur nos têtes, elle ne vient pas seulement du gouvernement territorial. Elle le fixa dans la lumière de la lampe. Les familles des morts ont offert leur propre récompense, $500 chacune, mortes ou vives. $1 500, plus d'argent que la plupart des gens ne verront jamais dans leur vie. Tous les chasseurs de primes, d'ici à la Californie, viendront pour nous, ajouta Cora d'une voix basse. Comme pour confirmer ses paroles, un bruit lointain de sabots résonna à nouveau sur la prairie. Ellie souffla la lampe et se posta à la fenêtre. 3 cavaliers approchaient lentement, leurs silhouettes sombres se découpant sur le ciel étoilé. Ce n'étaient pas des soldats. Ils avançaient avec la prudence calculée d'hommes qui chassent pour de l'argent. Des chasseurs de primes, murmura Willa, confirmant ses craintes. Nora se plaça près de la porte arrière, tandis que Cora se glissait vers la fenêtre latérale. La discussion des chasseurs de primes trahissait leur expérience et leur détermination. Ils s'étaient répartis pour couvrir toutes les issues. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Ellie. « Comme avant » répondit Nora. « Nous sommes tes femmes, mariées légalement, protégées. »« La loi, ils s'en moqueront » dit Cora d'un ton sombre. « $1 500 font oublier la loi. » Les cavaliers s'arrêtèrent à une 50aine de mètres de la maison. Ellie les vit échanger, planifier leur approche. L'un mit pied à terre et s'avança vers la porte d'entrée tandis que les 2 autres contournaient la maison. Des professionnels, observa Willa. Ils ont déjà fait ça. Un coup discret, presque aimable, résonna dans la petite maison. Monsieur Thompson, désolé de vous déranger si tard, nous cherchons des femmes disparues. Peut-être les avez-vous vues. Ellie entrouvrit la porte, laissant la chaîne en place. Le chasseur de primes était un homme d'âge mûr, cheveux grisonnants, yeux doux qui ne cadraient pas avec le revolver à sa hanche. « Je m'appelle Fletcher, » dit-il. « Nous suivons 3 femmes indiennes qui ont tué plusieurs personnes au nord. De grandes femmes voyageant ensemble. Vous avez vu quelqu'un comme ça? »« Seulement mes épouses, » répondit Ellie. « Nous nous sommes mariés hier. » Le sourire de Fletcher ne faiblit pas, mais son regard se fit plus vif. « Puis-je les rencontrer? » Toujours agréable de féliciter des jeunes mariés. La bouche d'Ellie s'assécha. Refuser éveillerait les soupçons. Bien sûr, entrez. Il retira la chaîne et Fletcher pénétra dans la maison, les 2 autres restant dehors, assez prêts pour intervenir. Nora sortit de la cuisine avec une cafetière, comme si elle s'attendait à recevoir. La scène domestique aurait dû paraître naturelle, mais Ellie remarqua Fletcher examiner sa taille, ses gestes, la façon dont elle se tenait. « Madame, » dit Fletcher poliment, « félicitations pour votre mariage. »« Merci, » répondit Nora. « Du café ?»« C'est aimable, » dit Fletcher en acceptant une tasse sans y toucher. « Votre mari dit que vous vous êtes mariés hier. Où a eu lieu la cérémonie ?»« À Prescott, » répondit Cora en entrant de la chambre, Willa derrière elle. Le juge Morrison l'a célébré. Les sourcils de Fletcher s'haussaient en voyant 3 femmes. 3 épouses? C'est rare. Légal dans ce territoire? Enchaîna Ellie. Je sais que c'est légal, dit Fletcher en s'asseyant. Son café est intact, mais les femmes que je poursuis sont aussi 3 sœurs, aussi exceptionnellement grandes. Quelles sont les chances? Le silence se tendit. Ellie sentit ses femmes prêtes à bondir, muscles crispés. Dehors,
Un cheval renâcla. « Je vais vous dire quelles sont les chances, » poursuivit Fletcher d'un ton faussement léger. « Mince. Alors je pense qu'il faut regarder de plus près votre certificat de mariage. »« Il est légal » insista Ellie. « Je n'en doute pas, mais légal ne veut pas dire légitime. » La main de Fletcher glissa nonchalamment vers son arme. « Voilà 12 ans que je traque des fugitifs et, d'expérience, quand 3 femmes recherchées disparaissent et que 3 épouses surgissent au même endroit, les coïncidences me rendent nerveux. » Willa s'avança, un couteau de chasse à la main. « Vous devriez partir ?» Le masque aimable de Fletcher tomba. « Et vous devriez venir avec moi, morte ou vive, la prime est la même. » C'est alors que le chef Ayana franchit la porte. L'ancien paraissait un cadavre en marche, pâle, tremblant, soutenu par Joseph et un de ses neveux, mais vivant, tenant quelque chose qui fit pâlir Fletcher, un insigne d'argent officiel marqué du sceau territorial. Adjoint du service des marshals territoriaux, souffla le vieil homme en exhibant le badge. « Ces femmes sont sous ma protection. » Fletcher fixa l'insigne puis l'homme mourant qui le portait. « C'est impossible. » Vérifiez les dossiers à Prescott, dit Ayana d'une voix qui retrouvait une force inattendue. « Je travaille sous couverture depuis 6 mois pour retrouver les véritables meurtriers. Ces femmes sont mes agentes. » C'était un mensonge désespéré, mais dit avec une telle conviction qu'Ellie lui-même faillit y croire. Fletcher examina longuement l'insigne, le visage plissé de doute. Les marshals sous couverture n'épousent pas leurs agentes à des civils. Ils le font quand c'est le seul moyen de maintenir la couverture, répliqua Ayana, chaque mot lui coûtant un effort visible. Les vrais tueurs sont des hommes blancs déguisés en indiens, cherchant à déclencher une guerre entre tribus et colons. C'était d'une simplicité brillante, un mensonge qui expliquait tout en offrant à Fletcher une sortie honorable. « Je devrais vérifier cela, Prescott », finit-il par dire. « Bien sûr, acquiesça Ayana. Le marshal Davison confirmera tout. » Fletcher engaina son arme et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna vers Ellie. « Vous êtes soit l'homme le plus chanceux du territoire, soit le plus malchanceux. Le temps le dira. » Lorsque les chasseurs de primes s'éloignèrent, le chef Ayana s'effondra dans les bras de Joseph, l'insigne glissant de ses doigts et résonnant sur le plancher. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Ellie en s'agenouillant près de l'homme mourant. Ayana esquissa un faible sourire. « Je l'ai pris sur un marshal mort il y a 3 ans. Je le gardais pour quelque chose d'important. » Sa respiration devint plus courte. « Je pense que ce soir en valait la peine. » Durant l'heure suivante, ils virent le chef s'éteindre paisiblement, entouré de ses filles et de ses neveux. Ces derniers mots furent dans sa langue natale, des paroles qui firent pleurer Nora pour la première fois depuis qu'Ellie l'avait rencontré. « Il a dit que nous devions être heureux, » traduisit-elle, « parce que nous avons trouvé un homme de bien. » Joseph et les autres emportèrent le corps de leur oncle dans les collines pour un enterrement, selon la coutume tribale. Ils partirent avant l'aube, disparaissant dans la nature comme des fantômes. Quand le soleil se leva sur la prairie, Ellie se retrouva seule avec ses 3 épouses pour la première fois, le poids de leur nouvelle réalité retombant sur eux comme la brume du matin. « Alors » dit Willa, rompant le silence gêné. « Et maintenant ?» Ellie parcourut du regard sa petite maison, essayant d'imaginer comment 4 personnes partageraient un espace si étroit. « Je suppose qu'il faut trouver un moyen de faire fonctionner tout ça, rien que pour les couchages. » Commença Cora avant de s'interrompre, le rouge aux joues. « Nous nous débrouillerons, » déclara fermement Nora. « Nous avons survécu à pire qu'une maison trop pleine. » Au fil des semaines, ils s'adaptèrent mieux qu'Ellie n'aurait osé l'espérer. Nora prit en main les finances du ranch, utilisant l'or de son père pour rembourser l'hypothèque et investir dans le bétail. Son sens des affaires se révéla aussi aiguisé que son instinct de survie. Cora organisa leur quotidien avec une précision militaire, établissant horaires et systèmes qui transformèrent le chaos en efficacité. Sous sa direction, le ranch moribond se mit à prospérer. Et Willa ramena le rire dans la vie d'Ellie. Sa joie farouche et son esprit indomptable lui rappelèrent ce que c'était d'espérer plus que la simple survie. Ce qui avait commencé comme une nécessité désespérée devint lentement quelque chose de plus profond. Pas un amour romantique, du moins pas encore, peut-être jamais au sens traditionnel, mais du respect, de l'affection, un véritable partenariat. Quand le capitaine Morrison revint un mois plus tard pour s'assurer de leur situation, il trouva un ranch florissant dirigé par un homme sûr de lui et ses épouses compétentes. La transformation était si complète qu'il repartit sans poser une seule question. « Tu sais, dit un soir Ellie, assis sur le perron en regardant le coucher du soleil, quand ton père a dit que je serais ton mari, j'ai cru que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. » « Et maintenant ?» demanda Nora. Ellie contempla chacune de ses épouses, ces femmes fortes qui avaient sauvé son ranch, son but et peut-être son âme. « Maintenant »
Je crois que c'est peut-être la meilleure. » Tandis que les étoiles apparaissaient, Ellie Thompson, qui n'était plus un rancher en faillite, mais un homme avec une famille digne d'être protégé, comprit enfin ce que le chef Ayana avait vu en lui toutes ces années plus tôt. Pas seulement quelqu'un qui devait une dette, mais quelqu'un capable de l'honorer. Et en honorant cette dette, il avait trouvé quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, un lieu où il appartenait vraiment.